Nouvel épisode. Euh, Ma voix, je suis désolée, je viens juste de me lever en fait. Mais waouh, trop contente d'être de retour avec un nouvel épisode. Et en plus, j'ai mis qu'une semaine cette fois, donc je mérite un applaudissement. Et ouais, aujourd'hui, décidé de faire un petit épisode recommandation. Pourquoi? Parce que bah, c'est la fin de l'année. Dans une semaine, c'est Noël. Je me suis dit comme ça, bam, s'il y en a qui n'ont pas fait des cadeaux, petits cadeaux de dernière minute. Également, je vais un peu recommander des livres assez spécifiques euh, qui vont aborder des personnages qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et je me suis dit, c'est un peu la saison de lire ce genre de choses parce que fin d'année, début d'année, on est un peu tous en mode introspection. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire cette année? Et c'est peut-être le moment où on est le plus entreprenant et le plus ambitieux. Donc je me suis dit, voilà, je vais donner un peu des sources d'inspiration et c'est tout, en fait, finalement. Mais c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, je vais vous recommander des livres, euh, des romans fictifs, euh, qui ont comme spécificité d'avoir vraiment des personnages qui ont une passion et beaucoup d'ambition pour réussir dans leur domaine. Donc j'ai choisi 3 livres et je vais aller de la troisième place à la première place. Et puis à la fin, je me suis dit que je pouvais faire quelques petites recos pour des séries qui sont un peu dans le même genre, s'il y en a qui sont pas très lecture. Donc voilà. Et je tiens aussi à préciser d'ores et déjà que si vous êtes intéressé par l'un de ces livres, j'ai un petit code promo. Je rigole, bien sûr. Mais si vous êtes intéressé, j'ai tous les livres chez moi. Par contre, ils sont en anglais, ils sont en voix originale. Donc, voilà. Mais ils sont disponibles généralement partout. Je pense qu'il y en a encore qui sont à la Fnac. Moi, j'en ai vu 2 sur les 3 à la Fnac en français. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien aimer. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Hey, 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 oh. Et donc, le premier livre dont je vais parler, c'est Beach Read de Emily Henry. Donc, petit trigger warning, qui n'est pas un vrai trigger warning, hein. Mais ce livre, c'est quand même une romance, mais il s'avère que les deux personnages sont très passionnés et très, ouais, très passionnés et très ambitieux dans le même domaine, puisque on va avoir dans un premier temps Gus, qui est lui un écrivain, un auteur de récits qui sont plus sombres et introspectifs. Et alors, Gus, il est un peu... Son personnage, il est très cynique, il est un peu introverti. Et du coup, ça se ressent dans sa méthode d'écriture. Et il est très reconnu pour écrire des romans qui sont un peu tordus, très dark. Et en fait, tout ça, on comprend rapidement dans le livre que c'est lié à son histoire, à ses démons, finalement. Et il a écrit plusieurs livres, mais depuis plusieurs années, il a un gros projet sur un roman. euh, et donc, il fait des recherches depuis très longtemps. Et en fait, on va le suivre dans ses recherches qu'il va effectuer dans l'un de ses chalets où il aime bien écrire pour ses romans, quoi. Et d'un autre côté, on a January, donc elle, c'est aussi une autrice, mais tout l'inverse de Gus. Elle écrit des romans d'amour avec plein d'émotions, d'optimisme, parce qu'elle a grandi dans un foyer où ses parents s'aimaient et elle a toujours eu cette vision positive de la vie. Mais soudainement, elle a perdu son père et cette mort a révélé des secrets qui ont complètement déconstruit tout ça, en fait. Tout ce dont elle croyait que la vie, c'était beau et ça finissait tout le temps bien. En fait, tous ces éléments ont été déconstruits parce qu'elle a appris des secrets
Et donc, elle est complètement débordée de doutes parce que finalement, ses croyances, c'est ce qui la permettait d'écrire des romans d'amour, des romans positifs. Et maintenant qu'elle n'y croit plus, elle n'arrive pas à écrire en fait les livres qu'elle doit écrire. Et donc elle est complètement en manque d'inspiration, mais elle a la pression de sa maison d'édition qui la pousse à écrire un nouveau roman. Et donc pour ça, elle décide de se retirer dans une maison pour finir un projet euh, qui, elle pense, va lui aider à tourner la page. Et il se trouve que cette maison, c'est la maison voisine de celle de Gus. Et donc, January et Gus découvrent qu'ils sont voisins. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont été dans la même université et ce sont tous les deux des auteurs très en vogue, très tendance. Et donc, ils sont un peu en compétition, même s'ils écrivent pas du tout les mêmes romans. Et en fait, le fait que leur philosophie de vie et leur personnalité qui sont totalement opposées reflètent sur leur manière d'écrire qui est aussi totalement opposée. Et en fait, il y a une rivalité qui s'est installée depuis qu'ils se connaissent. Et donc, forcément, quand ils découvrent qu'ils sont voisins, il y a vraiment une dynamique intrigante qui s'installe. Et, et au final, ils vont se lancer un défi audacieux, qui est d'échanger leur genre littéraire. Et donc, pour January, ça veut dire qu'elle va devoir écrire des récits sombres, désenchantés, sans ils finir sur eux et on eurent beaucoup d'enfants. Et Gus, lui, va devoir explorer les nuances de la romance, des émotions positives et va se questionner sur sa propre vision du bonheur. Et donc, forcément, ce défi va devenir rapidement un terrain de jeu, en fait, qui va être stimulant, mais aussi très inconfortable pour les deux. Et donc, ce roman, certes, comme je l'ai dit, c'est une romance, c'est une histoire d'amour, mais en fait, avec ce défi et cette passion, cette ambition qu'ils ont et leurs doutes finalement qu'ils ont par rapport à leurs histoires et toute cette remise en question, en fait, il explore aussi l'univers créatif, la passion pour l'écriture, les doutes qu'on peut ressentir quand on crée un projet, quand on suit un projet, mais aussi tout le chemin pour réussir à s'appuyer sur ces doutes et vraiment comprendre qui on est et qu'est-ce qu'est notre signature en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment hyper inspirant dans ce livre. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Oh. Et le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Carisotto is Back de Taylor Jenkins Reid. Peut-être que vous connaissez déjà cette autrice. Elle a écrit The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui a été très connue il y a peut-être un an sur les réseaux sociaux notamment. Mais elle a écrit plein d'autres livres et donc je vais vous en parler de deux aujourd'hui puisque le deuxième livre dont je vais vous parler est d'elle, mais le troisième aussi. Et c'est vraiment une autrice que j'apprécie de plus en plus par sa manière d'écrire surtout. Donc, un peu de contexte, laissez-moi vous expliquer de quoi Carisotto is Back parle. Donc en fait, Carisotto, c'est une ancienne championne de tennis des années 80. Donc le livre va se passer pendant toute la période des années 70 jusqu'à 1996. Et on va suivre Carisotto, dans un premier temps, commencer sa carrière et atteindre le statut de championne de tennis, puisqu'elle va réussir à avoir un palmarès impressionnant, briser de nombreux records et notamment avoir le plus de grands chelems, hommes et femmes confondus. Donc, elle va vraiment s'installer comme l'une des tennisman, tenniswoman de sa génération et de l'histoire. Il faut savoir qu'elle a toujours, pendant qu'elle est en activité, elle a vraiment une figure peu consensuelle. Elle a vraiment cultivé une image de brute,
pleine d'assurance, de ténacité, et au point qu'elle effrayait ses concurrentes et qu'elle était détestée par les médias, quoi. Donc elle est vraiment perçue comme inhumaine, vraiment un robot. Donc vous voyez un petit peu quel est le personnage. Et elle va prendre sa retraite, mais lors de l'US Open de 1994, elle va voir Chan, une joueuse actuelle, une joueuse des années 90, égaler son record de Grand Chelem. Et donc pour elle, qui dans sa tête a cultivé cette pensée qu'elle allait être la meilleure joueuse de tennis de tous les temps, c'est impensable. Donc elle décide de sortir de sa retraite et de reprendre son record. Donc elle va reprendre l'entraînement avec son père qui a été son coach depuis toute petite. Et elle se lance ce défi de revenir sur le circuit et de faire les 4 grands chelems. Et c'est là où ça devient super intéressant parce que sur le chemin de l'entraînement et pendant toute cette année 95 où elle va tenter de reprendre son record, elle va apprendre à faire la paix entre ce qu'elle était et ce qu'elle est à présent. Elle va apprendre à se surpasser d'une autre manière que physiquement, en développant ses capacités émotionnelles et spirituelles. Et en fait, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est de voir tellement précisément et justement le caractère, le personnage de Carrie Soto se développe. Et franchement, pour ça, on peut remercier l'écriture de Taylor Jenkins Reid parce que elle nous plonge vraiment dans la tête de Carrie. Je sais pas comment expliquer, mais lorsqu'il y a une scène de match, on ressent l'adrénaline, on ressent la vitesse. Euh, elle nous, elle nous explique, elle nous plonge dans les pensées de Carrie Soto. Donc, on voit ses pensées stratégiques, techniques, mais on voit aussi tout l'aspect mental, la remotivation, ce qu'elle met en place dans sa tête pour se remotiver, pour contrôler ses émotions et gagner, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça hyper impressionnant parce que on a une très bonne représentation de ce qui se passe dans la tête d'un champion lorsqu'il gagne et lorsqu'il perd. Et le roman est aussi construit de manière hyper intelligente parce que on comprend le mécanisme de compartimentalisation de Carrie. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans le livre qu'elle va mettre dans des petites boîtes chaque événement pour les prendre les uns après les autres. Et ça, c'est vraiment très bien représenté par la construction du livre. Et franchement, le rythme qui est donné, vraiment intense. Et pour ceux qui ont regardé Challengers, d'ailleurs, je trouve que dans ce livre, on ressent vraiment les mêmes palpitations, la même adrénaline que lorsqu'il y avait la musique électro qui se lançait dans Challengers. Vous voyez, on est agrippé à notre siège et on est en mode ah, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment ça que j'ai ressenti pendant que je lisais ce livre. Donc, j'ai adoré. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé Challengers, je trouve que le personnage de Carrie Soto a des traits ressemblants avec Tashi, notamment dans leur désir de réussir, quoi qu'il en coûte, l'assurance, la ténacité et l'image qu'elles avaient dans le milieu du tennis qui était assez dur et comme des gagnantes, des personnes féroces, sans empathie en fait. Donc voilà pour vous donner un petit peu une idée. Donc personnellement, moi j'ai trouvé que ce roman, bien sûr ça parle de tennis, mais je pense que c'est pas seulement une ode au tennis, c'est aussi une exploration de l'ambition, des sacrifices qu'impose le fait d'être une championne et comment les réussir à atteindre ces ambitions. Et franchement, Taylor Jenkins Reid, elle nous offre vraiment un personnage qui est hyper complexe, qui est intransigeant, qui semble complètement inhumain, mais qui est finalement hyper humain. Et je sais pas, j'ai trouvé que ce personnage de Carrie Soto montrait aussi très bien, même si c'est dans un univers et dans un contexte qui peut être très éloigné de nous,
parce qu'on n'est pas tous des champions de haut niveau. On a tous des projets, des choses qu'on veut faire, et en fait, des fois, il suffit de déconstruire. On s'est tellement mis en tête certaines choses qu'il faut déconstruire et se rappeler comment on a commencé, pourquoi, quelles sont nos forces, et comment on est arrivé où on est arrivé. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit. Et ça aborde aussi plein d'autres sujets qui sont profonds, donc notamment la valeur des femmes dans le sport à cette époque-là. On voit aussi pas mal le thème de la dévalorisation des femmes lorsqu'elles vieillissent. Mais bien sûr, on voit des thèmes comme le deuil et bien sûr la rédemption. Euh, donc voilà, je vous encourage vraiment à le lire parce que moi, je viens de le finir et il m'a vraiment marqué. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Hey, eh, oh. Donc le troisième livre dont je vais vous parler, c'est aussi de Taylor Jenkins Reid et il s'appelle Daisy Jones and the Six. Alors, on va suivre une histoire qui se déroule dans les années 70 principalement, même si on a un petit peu de avant et un petit peu de après, mais principalement dans les années 70. Et on va suivre d'abord Daisy Jones, qui est une jeune femme californienne, belle, libre, insaisissable. Et c'est une chanteuse qui a une prestance magnétique, une interprétation sublime et qui va envoûter son public et va lui permettre de se propulser au plus haut de la scène rock des années 70. Et en fait, c'est vraiment un personnage qui est blessé et qui a un peu cultivé une histoire, enfin une manière de fonctionner sur je m'en fous de tout sauf moi. Elle se place vraiment au centre de ses décisions parce qu'elle pense et elle sait que personne d'autre le fera pour elle. Et d'un autre côté, on va aussi suivre The Six, qui est un groupe créé par deux frères, les frères Dune, à Pittsburgh. Et donc ce groupe a été créé quand les frères étaient jeunes adolescents. Ils vont répéter pendant plusieurs années dans leur garage et petit à petit, ils vont recruter un petit peu d'autres musiciens et ils vont former The Six, donc avec 6 membres. Et ils vont réussir à partir dans la ville du succès de la musique aux États-Unis, qui est Los Angeles, et ils vont tout faire pour devenir les leaders du rock. Et ils vont réussir, notamment grâce à Billy Dunne, qui est leur leader. C'est le chanteur du groupe et c'est aussi celui qui écrit les paroles. Il a vraiment une complexité, ce personnage, parce que il est ambitieux, il est passionné de musique, il veut réussir, il va tout faire pour amener son groupe sur le devant de la scène, mais il est torturé par des blessures d'enfance, par des émotions complexes qui vont parfois le mener dans les travers de toutes les rockstars des années 70, que ça soit lui, mais aussi tout le groupe, parce que c'est un peu inévitable à cette époque-là. Et en fait, ce livre va porter sur la rencontre de Daisy Jones avec le groupe The Six. En fait, il y a un producteur, peut-être visionnaire, qui va décider de les réunir pour un morceau. Et là, il va y avoir une collision d'énergie émotionnelle, créative, de passion, d'ambition, franchement, de l'électricité, quoi, qui va se créer par leur collaboration. Et ça va les pousser à continuer cette collaboration. Mais si sur scène, il y a une énergie plus qu'électrique, en dehors de la scène, entre Daisy Jones et Billy Dunne, il y a une très grande rivalité. Parce qu'ils n'ont pas la même image de la musique, ils n'ont pas la même manière de la faire et ils ne la font pas pour la même raison. Et en fait, il va y avoir une alchimie indéniable sur scène, mais il va y avoir énormément d'explosions en dehors. Entre ego, rivalité, désir non exprimé, secret, caché, tout va s'entremêler et ça va vraiment construire quelque chose
de dangereux. Le but de ce livre, c'est de raconter comment Daisy Jones and the Six ont réussi, mais surtout pourquoi ce groupe s'est arrêté si soudainement. Jenkins Reid a décidé de aborder ce livre d'une manière très originale, encore une fois, puisqu'elle va le présenter sous forme d'interview entrecroisée. Donc, on va vraiment avoir la perspective de chaque membre du groupe, des producteurs, des réalisateurs, voilà, un peu tous ceux qui ont gravité autour du groupe à cette époque-là pour comprendre ce qui s'est passé. Donc ces témoignages, ils vont dévoiler vraiment des perspectives complètement différentes et nous permettre de comprendre ce qui s'est passé au cœur de ce chaos. Et donc on va vraiment être plongé dans l'effervescence des années 70 pour découvrir cette histoire et pourquoi tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et si vous dites « Ah mais j'ai l'impression de connaître cette histoire », que ça me dit quelque chose, c'est normal. C'est tout à fait normal, puisque cette histoire est brièvement basée sur le groupe mythique Fleetwood Mac. Donc bien sûr, la manière de former le groupe, toutes les histoires, les background stories sont pas les mêmes. Mais il y a quand même des ressemblances entre les personnages et certains membres du groupe, donc notamment entre Daisy Jones et Stevie Nicks, donc Stevie Nicks qui était la chanteuse principale, parce qu'elles ont tous les deux une personnalité magnétique, rebelle, indépendante, et aussi des ressemblances entre Billy Dunne et Lindsey Buckingham, qui était donc aussi l'un des leaders du groupe Fleetwood Mac et qui sortait avec Stevie Nicks à l'époque, qui lui a beaucoup plus une vision, une personnalité perfectionniste, rigoureuse, ambitieuse, mais un peu trop, et pas forcément de la bonne manière. Bien sûr, on retrouve tout le contexte de ascension vers la célébrité grâce à un album particulier qui est donc Rumors pour Fleetwood Mac. Tout leur passage dans les travers de la célébrité avec l'utilisation de la drogue, de l'alcool, des fêtes et tout ce qui était considéré et qualifié de rock and roll. Voilà. En fait, c'est aussi ce qui fait leur ressemblance, c'est bien sûr la représentation d'un groupe qui est soudé par les épreuves, mais qui a quand même été fracturé par ces épreuves. Donc c'est très bien représenté. On voit vraiment les tensions entre chaque membre du groupe. Le fait d'écrire des musiques, des textes sur une situation qui concerne les membres du groupe et de les chanter ensemble. Je pense notamment à la prestation en live de Silver Spring par Stevie Nicks en 1997, quand elle a chanté, mais je pense qu'on n'a jamais vu autant de passion dans les yeux de quelqu'un que quand elle a dit « You'll never get away from the sound of the woman that loves you ». Donc, si vous connaissez un petit peu Fleetwood Mac, je pense que c'est un peu le documentaire qu'on n'aura jamais de leur part. Et si vous connaissez pas Fleetwood Mac, c'est complètement pas grave, parce que dans tous les cas, c'est une histoire extraordinaire, envoûtante, palpitante, qui vraiment explore les complexités des relations humaines, des sacrifices qu'impose d'avoir des objectifs complexes. Et voilà, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous n'aimez pas lire ou vous avez un petit peu la flemme, ce livre a été adapté en série l'année dernière et est disponible sur Amazon. Les acteurs, ils sont complètement incroyables. Et pour la série, ils ont décidé de créer un vrai groupe fictif. Donc, ils ont organisé des concerts pour filmer. Et ils ont aussi rendu disponibles les musiques sur les plateformes de streaming. Et je vous assure, elles sont trop bien. Il y en a 6 qui sont dans mon top 100 Spotify de 2024. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres. Comme je vous ai dit, si vous voulez les lire en version originale, n'hésitez pas à me le dire parce que je les ai chez moi. Whoa, oh, oh, da da da, baby, bow.
j'ai aussi, comme je vous ai dit au début de ce podcast, des petites recos, séries. Bien sûr, je vais aller un peu plus vite, un peu moins aller dans le détail, mais dans le même style, on a The Bear, qui est une série sur un cuisinier complètement ouf et qui va décider de complètement transformer le restaurant de son frère après sa mort. Le personnage principal est joué par Jeremy Allen White et la personnage féminine principale est jouée par Ayo Edebiri. Et franchement, ces deux ensemble, piou, étincelle, étincelle. Euh, les premières saisons sont juste dingues. Ils ont gagné plusieurs Emmy en 2023-2024. Donc, franchement, ça prouve la qualité du jeu et de l'histoire. C'est vraiment très sympa à regarder. La deuxième série, c'est dans un style totalement opposé. C'est Culte, qui est une série qui va explorer et raconter de l'intérieur des moments français qui sont devenus cultes. La première saison, qui est sortie il y a peut-être un mois ou deux, explore la création de Loft Story. Donc personnellement, moi qui est née en 2001 et qui n'ai pas vraiment connu ce monde de la télé et eu la guerre entre TF1 et M6, et je l'ai découverte dans cette série et c'était juste énorme. Pendant la première saison aussi, on voit très bien la naissance d'Alexia Laroche-Joubert, qui est l'une des plus grandes productrices françaises et qui a fait énormément pour la télévision française. Et bien sûr, l'ascension de Endemol France, qui est la plus grosse boîte de prod, et Endemol de manière générale, qui est l'une des plus grosses boîtes de prod européennes également. Et cette série, elle est disponible sur Prime. Et la saison 2 traitera du groupe 2B3. Donc voilà, chaque saison correspondra à un événement culte différent. Et la dernière série dont je souhaite parler, c'est Queen's Gambit. Donc c'est quand même un grand classique Netflix qui est sorti, je pense, il y a 4 ans. Mais au cas où vous l'aviez loupé, je vous la conseille. C'est sur l'histoire d'une jeune femme qui va découvrir son talent et sa passion pour les échecs et va décider de conquérir ce milieu. Et c'est super bien filmé. C'est avec Anna Taylor-Joy et elle est juste géniale dans cette série. Je vous ai beaucoup parlé de séries et de livres fictifs, d'histoires fictives, mais j'ai aussi plein de super docus. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je pourrais faire un épisode pour vous les conseiller. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des recommandations qui sont dans le même style, parce que j'adore ce type de livre et ce type de série. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et aussi, si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à ajouter vos avis en commentaire pour aussi un peu étoffer ce que moi j'ai dit et avoir plusieurs avis. Donc voilà, je vous souhaite un très bon Noël, très bon réveillon, et peut-être que je reviendrai au mois de janvier, on ne sait pas.